Nouveau point complet de l'actualité sur RTI 1 ce lundi 8 novembre. Bienvenue. À la une, la conférence de presse du Premier ministre. Pour la toute première fois depuis sa nomination à la tête du gouvernement, Patrick Achi s'est soumis à l'exercice du grand oral. 2 heures d'horloge pour exposer sur la vision 2030 du président Alassane Ouattara et sur son programme Côte d'Ivoire solidaire. Et pour une meilleure mise en œuvre de cette politique sociale prônée par le chef de l'État, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire a démarré aujourd'hui, afin de récolter des informations actualisées et fiables pour une meilleure planification des politiques publiques. Ils sont 892 à faire leur entrée au sein de la police nationale. Ces sous-officiers, issus de la toute première promotion de l'école de police de Korogo, ont reçu leurs épaulettes, sanctionnant la fin de la formation théorique et pratique qu'ils ont reçue. Et puis ces négociations pour un cessez-le-feu en Éthiopie, le gouvernement et la coalition rebelle semblent prêts à envisager une cessation des hostilités. Un arrêt des combats est désormais envisagé après la visite des envoyés de l'Union africaine et de l'ONU au Tigré. Bonsoir à tous. Pour son grand oral ce lundi face à la presse, le Premier ministre a présenté la vision 2030 du chef de l'État Alassane Ouattara, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Patrick Achi a invité les Ivoiriens à adhérer à ce programme pour un développement inclusif. Alexis Ouedraogo. Face à la presse, Patrick Achi insiste sur une nécessité, celle de l'adhésion des populations à la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Développer un pays, ce n'est pas l'affaire d'un gouvernement seul. Ce n'est pas l'affaire d'un président de la République seul. C'est l'affaire de tous. On a besoin de l'adhésion. L'adhésion à la vision, à la politique du président de la République. L'adhésion à l'engagement des ministres, que les populations croient que c'est possible, que les populations croient en elles-mêmes, qu'elles aient foi en leur pays. Alors le travail qu'ensemble nous allons mener va aboutir. Une adhésion qui peut être rassurée par la mise en œuvre du plan national de développement, dont l'objectif reste précis. Le souci du président, c'est que chaque Ivoirien puisse avoir accès aux biens sociaux nécessaires à sa vie. Et toutes ces choses qui font que, je dirais, on a envie de vivre et qu'on a le sentiment qu'on mène une vie décente. Mais le développement oblige surtout d'importants chantiers, à l'exemple du métro d'Abidjan encore à l'étape des indemnisations et qui devrait d'ici 2025 désengorger le Grand Abidjan, améliorer la mobilité urbaine et créer des richesses. On n'a aucun sentiment de mettre dehors, en particulier des populations fragiles, sans rien, démunies, juste pour le plaisir de le faire. Ça, je peux vous dire. Tous les efforts sont faits par nos services pour le faire dans les règles de l'art. Maintenant, comme tout processus, on se heurte à des difficultés et face à ces difficultés, il faut trouver des solutions. Autre point abordé, celui de l'emploi des jeunes. Chaque année, plus de 400 000 d'entre eux, diplômés ou non, sont sur le marché du travail pour une administration publique qui ne peut en absorber qu'entre 15 à 18 000. Seule l'alternative donc, le secteur privé que le gouvernement veut rendre fort. 70-80% des jeunes ont le sentiment que l'emploi, c'est dans l'administration. Je ne sais pas. Dès qu'il y a un concours, tout le monde, allez, c'est ça. On veut aller à l'INFAS, l'INFES, et le CAFOP, l'ENA. C'est-à-dire, c'est le travail des jeunes. Non. Dans un monde normal, ce n'est pas l'administration. Développer son secteur privé est la priorité des priorités parce que c'est elle qui vous donne les revenus pour améliorer les conditions de vie de vos populations à travers des investissements dans les secteurs sociaux, mais également et surtout créer des emplois massifs. Sur la question du foncier, de l'hébergement, de la lutte contre la corruption, de l'amélioration du système judiciaire, l'État se veut ferme. Le président de la République ne reculera pas devant cet engagement. C'est une condition sine qua non au développement du secteur privé, à la création d'emplois et au fonctionnement adéquat et efficace de l'administration. On n'a pas le choix. Au chapitre politique, Patrick Achi salue l'engagement du chef de l'État à renforcer la cohésion sociale. Les actes qui ont été posés par le président, peut-être ça, je sais pas, les gens ont l'impression que c'est
normal, mais pour nous qui au quotidien travaillons sur ces questions, c'est exemplaire, c'est exceptionnel. Il m'a instruit en ce qui concerne effectivement le dialogue politique mené précédemment par le Premier ministre Amadou Gon puis Ahmed Bakayoko, de reprendre, je dirais, dès décembre, la poursuite de ce dialogue politique. Autre sujet majeur, la montée du terrorisme dans la sous-région et son impact à nos frontières. Patrick Hachi se veut rassurant sur les dispositions prises pour sécuriser les personnes et les biens. Les Ivoiriens peuvent être rassurés que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense et toute l'armée ivoirienne sont à pied d'œuvre sur cette zone nord. Un peu plus de 2 heures. C'est le temps qu'aura tenu cette conférence. Rendez-vous est donné pour un nouveau bilan dans quelques mois. Et les membres du gouvernement étaient présents ce matin. Ils ont suivi avec grand intérêt cette conférence de Patrick Hachi. Le développement inclusif tant souhaité par le chef de l'État et porté par le Premier ministre est au cœur de chacune de leurs actions. Très belle conférence de presse qui a permis de faire le point de l'action gouvernementale. Et nous, en tant que membres du gouvernement, notre rôle est d'apporter le soutien nécessaire à l'action gouvernementale. Ce n'est pas surprenant parce que nous savons la compréhension très fine que le Premier ministre a des sujets qu'il traite et des sujets qui sont ceux du gouvernement. Le Premier ministre a une volonté forte de faire avancer les choses. Ce qui, pour nous, ministres, est un élément de facilitation. Nous savons toute l'énergie qu'il y met, nous savons la détermination qu'il y met, et notre rôle est facilité. Donc aujourd'hui, j'allais dire, la feuille de route est là, tout ce qui reste à faire, c'est la suivre, l'appliquer pour le bonheur des Ivoiriens, et je pense que la leçon est bien comprise. En si peu de temps, ce qui a été fait, le travail qui a abattu, surtout dans le domaine du social où j'interviens particulièrement. Je pense qu'il y a des choses importantes qui ont été réalisées, mais il y a beaucoup de défis également qui nous attendent et nous avons bien compris que nous devons tous nous mobiliser et être engagés. Cette occasion a permis à M. le Premier ministre de faire le bilan des activités et d'engager les perspectives attendues du gouvernement. En tout cas, en tant que membre du gouvernement, je suis très satisfait du bilan qui a été dressé. Le Premier ministre nous exhorte à travailler davantage pour que la vision de son Excellence, M. Alassane Ouattara, du développement soit une réalité. La transformation structurelle de l'économie nationale est en bonne voie. Elle va être accélérée par des projets structurants. En outre, des chantiers d'équipement qui vont changer le visage de la Côte d'Ivoire sont en cours d'achèvement. Le Premier ministre en a aussi parlé. Lansini Bakayoko. La Côte d'Ivoire indépendante a 61 ans. Elle a un atout, son agriculture avec des références au plan régional et mondial. Citons pêle-mêle, premier producteur mondial de cacao, 40% de l'offre, premier producteur mondial de cajou, quatrième producteur mondial de caoutchouc naturel, premier en Afrique, deuxième producteur africain d'huile de palme. La Côte d'Ivoire veut désormais cesser de faire le bonheur de la main-d'œuvre des pays importateurs de matières premières, d'où la volonté affichée du gouvernement, la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, volonté soulignée avec force détaillée au cours de cette conférence de presse. Cette transformation est en marche, et d'abord dans l'un des secteurs clés de la Côte d'Ivoire, notre agriculture. J'ai ainsi lancé le 5 juillet un programme de développement de la compétitivité des filières agricoles, aussi bien que de l'industrie agroalimentaire. 16 filières prioritaires sont analysées avec les acteurs pour identifier le potentiel de chacune, améliorer leur productivité, leur industrialisation et leur intégration dans la chaîne des valeurs mondiales pour, in fine, augmenter les revenus de nos producteurs et les emplois pour les Ivoiriens. Et comme pour bien faire les choses, des domaines sont identifiés avec en pole position l'agro-industrie. L'objectif pour nous, au cours des prochaines années, par rapport à l'horizon du 2030, c'est d'amener en tout cas à avoir un niveau de transformation de 100%. Et cela est possible vu ce que nous sommes en train de faire déjà avec les extensions d'usines ou la construction de nouvelles usines dans le secteur de l'anacarde, du cacao, également du coton, etc. Au-delà de ce secteur important qui est l'agro-industrie, on a le secteur des matériaux de construction. Il y a d'autres pans d'activité en tout cas où on doit avoir un renforcement au niveau de ce cluster-là, notamment ce qui concerne la production des carreaux.
Vous avez d'autres produits également au niveau de l'industrie pharmaceutique par rapport à la couverture maladie universelle. Nous avons le cluster de l'industrie textile. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir réveiller et redynamiser ce que nous avons déjà en termes d'atouts, notamment nos usines de Gonfreville-Boaké, les usines de Utexi à Democro et l'usine de Cotivo à Agboville. Vous avez également l'industrie des emballages. En amont de ce développement industriel, des infrastructures sont réalisées. Il s'agit des zones industrielles d'Abidjan, à Kupezudi, à Yamoussoukro et à San Pedro, sans oublier les zones dédiées à l'industrie de l'anacarde. Le chapitre économie donc en bonne place dans l'exposé du Premier ministre. Il a été question de la transformation structurelle de l'économie. Deuxième décryptage de ce volet économie. Patrick Kachi est formel. Pas de croissance économique durable sans un secteur privé compétitif. Le gouvernement prépare donc un coup de pouce aux PME. À cette fin, nous lancerons bientôt un programme d'accompagnement et de financement des entreprises, des TPE et des PME, structuré autour d'un guichet unique pour offrir un point d'entrée central à tous les créateurs d'entreprises en coordonnant un continuum de services et de financement de l'activité. Au niveau des finances publiques, des réformes complémentaires liées à la lutte contre la fraude et à la réduction des délais de paiement sont en cours d'exécution. Une fenêtre ouverte vers la digitalisation complète de la collecte des recettes fiscales. Une digitalisation qui intègre aussi le foncier urbain en vue de la sécurisation des titres de propriété. Sécurité foncière, mais également sécurité routière, avec notamment la mise en route de la vidéo-verbalisation. D'autres travaux d'infrastructure comme les 4e et 5e ponts, la côtière, les dédoublements sur les sorties est et ouest d'Abidjan, ou encore le prolongement de l'autoroute Yamoussoukro-Boaké avance plutôt à un bon rythme. Dans le secteur de l'eau potable, la mise en distribution à partir de l'usine de traitement de la rivière de la Mai se fera dans les prochains mois, apportant ainsi une réponse durable à la croissance des besoins du Grand Abidjan, avec 85 000 branchements en cours dans les communes de Yopougon, Atékoubé, Abobo et Port-Boué. Enfin, parce que l'eau est ce bien premier, partout indispensable à la vie, de nouveaux centres d'alimentation en eau potable sont en phase de réalisation dans l'ensemble du pays. Le Premier ministre Patrick Kachi entend également accélérer de nouveaux projets structurants à fort potentiel de croissance. Il s'agit notamment de l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, de l'extension et de l'achèvement des terminaux à conteneurs et industriels au port de San Pedro, du suivi exigeant des infrastructures de la CAN 2023, de la poursuite de la réalisation du métro d'Abidjan ou de la finalisation du backbone national dans l'économie numérique. Dans quelques semaines, un programme dit des champions nationaux va être lancé afin de promouvoir la création d'emplois de qualité et en nombre. Ce programme aura pour levier le projet de start-up dont l'objectif est de favoriser l'éclosion d'acteurs numériques de premier plan. Une cinquantaine de journalistes locaux et internationaux ont joué au jeu des questions-réponses avec le Premier ministre. Les projets du gouvernement, les grands chantiers, les perspectives, tout a été passé au peigne fin. Leurs impressions à l'issue de 2 heures d'échange. Beaucoup de questions ont été abordées qui touchent à la vie des Ivoiriens. Et je pense que dans l'ensemble, le Premier ministre a tiré son épingle du jeu. C'est vrai que nous n'avons pas pu épuiser toutes les questions qui concernent les Ivoiriens, mais l'essentiel quand même a été touché. J'ai été particulièrement intéressé par la question liée à l'école, au COGES particulièrement. Le Premier ministre a réaffirmé que les annonces du gouvernement seront tenues, notamment les 30 milliards qui seront mis à la disposition des écoles pour pouvoir faire face à la suppression des frais du COGES. Voilà, ce sont là quelques points qui m'ont intéressé et pour lesquels nous serons quand même regardants pour voir s'il y a un début d'exécution pour pouvoir rendre compte aux Ivoiriens. Sur les grandes préoccupations de la nation, il a tout dit. Le Premier ministre a tout dit. C'est pourquoi particulièrement je n'ai pas eu besoin de lui poser des questions. Le Premier ministre, il a assuré et c'est dans ses cordes. Il y a beaucoup de questions qui ont été abordées, beaucoup aussi restent en suspens. Je pense qu'il a donné des engagements, mais on reste de voir la pratique. Je retiens de cette conférence de presse que la Côte d'Ivoire est véritablement engagée
et poursuit son développement social et économique dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des populations. Vous vous en doutez bien, des chiffres importants ont été donnés lors de cet échange du chef du gouvernement avec la presse. Reportage tout en chiffres avec Adama Koné. En une dizaine d'années, le rétroviseur est bien chargé. Ces chiffres illustrent le chemin parcouru par la Côte d'Ivoire. Avec une croissance de 8% par an entre 2012 et 2019, notre richesse par habitant a doublé, faisant de la Côte d'Ivoire le premier pays de l'Afrique de l'Ouest. Le budget de l'État a été multiplié par 3 entre 2011 et 2020. Le volume global des investissements a été multiplié par 7. Le taux de pauvreté a chuté de 16 points. L'indice de sécurité est passé de 6,8 en 2012 à 1,6 points à fin septembre 2021. Enfin, face à la pandémie, la pire récession mondiale de l'histoire moderne, la Côte d'Ivoire a su préserver une croissance positive de 2% en 2020 et 6,5% attendue en 2021. Ce sont là les indicateurs importants de la première conférence de presse du Premier ministre Patrick Achi. En ce qui concerne la conférence en chiffres, il faut retenir que ce sont 52 organes de presse qui ont été conviés. Ces différentes rédactions ont dépêché au total 69 journalistes et 15 cadreurs et techniciens radio. Après les propos introductifs du Premier ministre, 20 journalistes ont pris la parole à travers 25 questions auxquelles le conférencier a pris le temps de répondre méthodiquement. En 2 heures d'horloge, Patrick Achi a eu le temps de faire le point de ses 227 jours passés à la tête du gouvernement ivoirien et même de livrer des objectifs visés par l'État ivoirien. Entre autres, parvenir à un niveau de bien-être social qui relève l'espérance de vie de 10 ans pour la porter à 60 ans. Il est aussi question de chiffres pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire ouvert ce lundi. Cette première journée a été consacrée à la phase de numérotation. Koumassi Marcory Trècheville, le directeur général de l'Institut national de la statistique, a échangé avec plusieurs ménages pour les exhorter à participer activement à cette opération. Moussa Konaté. À l'entrée de cette habitation à Trècheville, un agent recenseur marque à la craie le haut du portail. Le geste est le même à Koumassi et à Marcory. C'est la phase de numérotation. Elle marque ainsi le démarrage effectif du recensement général de la population et de l'habitat 2021. On a reçu des gens ce matin. Ils ont dit qu'ils sont venus recenser la commune, quoi. C'est ça. Après, ils vont repasser, venir poser quelques questions. Les agents recenseurs à l'assaut des ménages, sous la supervision du directeur général de l'Institut national de la statistique, INS. Dans le recensement général, lorsqu'on commence le dénombrement, la première étape est de numéroter d'abord les ménages. Une fois que la numérotation est faite, on passe maintenant à la phase d'identification des personnes dans leur ménage en appliquant notre questionnaire. Donc nous sommes là pour pouvoir effectivement que ce recensement a commencé. Le directeur général de l'INS lance également un appel aux populations. Et à toute la population, qu'elle soit ivoirienne ou non ivoirienne, c'est que les populations ouvrent leurs portes à nos agents recenseurs qui sont déjà sur le terrain, sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, et que ces agents-là puissent travailler dans de très bonnes conditions. Le recensement général de la population et de l'habitat 2021 se tient du 8 au 28 novembre. Après ce tour de plusieurs communes du district d'Abidjan, on se rend dans la capitale ivoirienne Yamoussoukro. Les derniers points à l'agenda des sénateurs pour l'année 2021 sont connus. 16 projets de loi à examiner du 8 novembre au 22 décembre. Kader Sogodogo. Séance plénière relative à l'approbation de la proposition d'ordre du jour des travaux du Sénat pour la période 8 novembre-22 décembre 2021. Cette séance, présidée par le vice-président du Sénat, Augustin Sulué-Cagnon, a vu les sénateurs voter à l'unanimité ce calendrier qui prévoit plusieurs votes de projets de loi. Aujourd'hui, le Sénat est en train de faire son chemin. Nous allons très bientôt donner la tâche aux commissions qui vont éplucher tous les projets de loi. Tous ces projets de loi seront analysés, examinés par les différents groupes qui, à la fin du compte, au bout du compte, nous aurons
la séance plénière qui va sans doute se passer très bientôt. Donc vous voyez le calendrier qui s'étend du 2 novembre au 22 décembre. Il y a du travail à faire. Et nous, en tout cas, nous allons faire ce que nous devons faire humainement pour la Côte d'Ivoire, parce que nous savons, notre devoir, c'est de voter les lois, et de consentir l'impôt, c'est surtout de nous occuper des collectivités territoriales. Une dernière séance d'information a été mentionnée. D'autres points inscrits à l'ordre du jour ont été abordés par les sénateurs, notamment le renouvellement du bureau du Sénat et la ratification de la composition des commissions permanentes. Les vacances sénatoriales pointent à l'horizon. La première promotion de l'école de police de Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, est jugée apte à appartenir à la grande famille de la police nationale. 892 sous-officiers issus de cette 44e promotion ont reçu leurs épaulettes. Abou Sanogo. École de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Deuxième école de police de la Côte d'Ivoire. Creuset de la formation des policiers ivoiriens. Ouverte le vendredi 24 juillet 2020, elle a accueilli ses premiers élèves le lundi 27 juillet de la même année. Ces élèves sur les rangs constituent donc la première promotion des sous-officiers de cette école, tous des hommes. Et ils sont au nombre de 892, aptes à exercer la fonction policière. Baptisé du nom du sergent-chef de police, Feu Kwadjo Yao Ernest, avec pour parrain le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie Amadou Coulibaly. La promotion 2020-2022 des élèves sous-officiers de l'école de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo ont reçu leurs épaulettes des mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé et de leur parrain Amadou Coulibaly. Vagondo Diomandé a salué la mémoire de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a témoigné sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara, puis a exhorté les nouveaux policiers à être des modèles. Dès son accession au pouvoir, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait de la sécurité sa priorité, car c'est la condition essentielle pour la réalisation du projet d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Restaurer dans son rôle de havre de paix et de locomotive économique de la sous-région. Nous engageons à construire la nouvelle école de police sur le site que Korogo a bien voulu nous octroyer. Vous, les nouveaux policiers, vous devez être obsédés par la sécurité. Vous devez être obsédés par la tranquillité du pays. Le parrain Amadou Coulibaly a invité ses filleuls à demeurer des policiers exemplaires au service de la République. Chef Yul, vous sortez de l'école de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Et quand on sait qui a été Amadou Gon Coulibaly, vous avez deux repères sur lesquels vous devez calquer votre vie, votre façon d'être, votre façon de servir. Sachez que la première chose qui va vous permettre de réussir, c'est la discipline. Votre tenue bien portée forcera déjà le respect pour vous. Un défilé à pied du contingent de nouveaux policiers issus de l'école de police Amadou Gon Coulibaly de Korogo a constitué l'autre temps fort de cette cérémonie. Dans l'actualité sanitaire, la sensibilisation contre la maladie à coronavirus continue. Les mesures de prévention sont toujours d'usage. À cela s'ajoute la vaccination démarrée en Côte d'Ivoire le 1er mars dernier. Faisons le point. Cinq nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en Côte d'Ivoire aujourd'hui, 16 guéris et 0 décès, portant à 540 le nombre de cas encore actifs dans le pays. En termes de vaccination, on compte 3 555 966 doses de vaccins administrées. Et on change de décor pour parler autonomisation de la jeune fille. Elles sont une dizaine à avoir bénéficié d'une formation sur des notions d'éducation sexuelle, de bien-être familial et d'autonomisation. Elles ont reçu la visite de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté à Bazré, dans le département de Sanfra. Didier Nguessan.
Miss Belmondogo échange avec ces jeunes filles de Bazré, département de Sinfra. Les échanges portent sur l'éducation sexuelle, les violences basées sur le genre et l'autonomisation de ces dernières. Des sujets sensibles en milieu rural, mais avec tact, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté arrive à faire délier les langues. Pendant la formation, nous-mêmes on a parlé de la sexualité simplement. Sans tabou, on nous a dit que nous sommes entre femmes, on peut tout dire. Même si c'est un homme qui doit nous former, on doit dire ce qu'on veut connaître, qu'on veut savoir sur la sexualité. Participant à la rencontre, Dena Ringold, directrice régionale de la Banque mondiale pour le capital humain en Afrique, touche ainsi du doigt le projet pilote financé par son institution. Donc nous sommes engagés à appuyer le gouvernement ivoirien dans la lutte contre toutes les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées. Et c'est cela dans le cadre de certains projets, de certains programmes. Donc cela fait partie de notre portefeuille. Cette salle de classe, transformée en espace communautaire, accueille depuis un an les filles pour leur formation relative au projet Suède pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. La formation apporte beaucoup et aux filles et aux hommes parce qu'ils apprennent en compétences de vie, ils apprennent en genre, ils apprennent l'alphabétisation, ils apprennent surtout la santé sexuelle et la santé de la reproduction. Pour nous, la femme, si elle ne sait ni lire ni écrire, peu importe le montant qui lui sera alloué, ce serait 20. Après les jeunes filles, la délégation s'est également entretenue avec les jeunes hommes réunis au sein du club des futurs maris. Nous quittons Sinfra pour faire le bilan de cette journée de forte pluie dans la ville d'Abidjan. Des embouteillages, des voies impraticables, des maisons et des commerces sous les eaux. Serge Pacom Didi et Serge Coléa nous proposent en images les dégâts occasionnés par les eaux. Forte pluie à Abidjan ce lundi matin 8 novembre. Il est 10 heures. Les eaux montent et se font pressantes. Résultat, des dégâts dans le district d'Abidjan, notamment dans les communes de Yopougon et de Cocody. Tout Cocody est actuellement sinistré, ce qui fait que les pompiers que nous avons appelés sont en intervention dans tout Cocody. C'est récurrent parce que nous avons des comportements qui ne sont pas bien, nous bouchons nos caniveaux nous-mêmes et c'est ce qui fait que les eaux, quand il pleut, n'arrivent pas à évacuer. À la Riviera, le carrefour 9 kg est littéralement impraticable. C'était juste de passage et puis on a été surpris par la pluie. Donc il me suis abrité à la moto. Bon, c'est là le temps que l'eau arrête, ça a complètement inondé ma moto. Des maisons inondées, des riverains qui crient leur désarroi. Le spectacle est devenu habituel à Abidjan. Ça fait plusieurs années, lorsqu'il pleut, l'eau rentre dans les maisons ici. Ils ont dit non, qu'ils vont arranger le caniveau. Le caniveau qu'ils ont fait même là, ça ne peut pas. L'eau même a rempli le caniveau qu'ils ont fait. L'eau même a débordé, même le pont qui est là. On ne peut pas passer par l'eau a débordé le pont. On demande aux autorités de venir voir ce caniveau qui est là. Parce que ce caniveau permet aux eaux d'ici, lorsqu'il pleut, d'évacuer. Mais assis à chaque arrêt que ce caniveau se remplit, on ne sait pas quoi faire. Selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires, cette forte pluie a occasionné de nombreux dégâts matériels. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Et en ces temps de pluie, la prudence reste de mise. Dans le Poro, 54 chefs de village du secteur de Nongakaa ont reçu leurs arrêtés de nomination. Une reconnaissance du pouvoir traditionnel voulue par le président Alassane Ouattara. Elle consacre le pouvoir traditionnel comme auxiliaire de l'État en sa qualité de premier contact de la population avec l'administration. C'est aussi un maillon important dans la résolution des conflits. À Mississauga. Arrêté numéro 17, RPDP Korogo, portant nomination du chef du village de Nangaka, sous-préfecture de Korogo. L'État donne un statut légal à 54 chefs de village, dont une dame, de la zone de Nangaka dans la sous-préfecture de Korogo. Ils ont tous reçu leur arrêté de nomination à Nangaka des mains du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, renforçant ainsi leur pouvoir de décision. La fonction de chef est héréditaire. Dans le village, le chef est le gardien des biens et le dépositaire de la coutume dont il doit faire respecter les prescriptions. Monsieur le ministre,
acceptant d'associer votre image à cette cérémonie, vous voulez rappeler cette importance de la chefferie dans nos villages à toutes ces populations et aux intéressés eux-mêmes. Le parrain et le patron de la cérémonie, respectivement Zoumana Coulibaly et le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie Amadou Coulibaly, ont tous exhorté ces chefs traditionnels à contribuer à renforcer la cohésion et la sécurité, gage de développement. Il a fallu Alassane Ouattara pour prendre en 2014 un texte qui donne aux rois et chefs un statut et qui leur confère un vrai pouvoir. C'est en cela que je voudrais que nous rendions tous un vibrant hommage au président de la République, qui a compris l'importance que vous avez, qui connaît votre rôle. Le porte-parole du gouvernement étant présent, c'était aussi l'occasion pour les populations de faire des doléances. Entre autres, l'érection du Nangaka en chef-lieu de sous-préfecture, la construction d'un château d'eau, du foyer des jeunes et le bitumage de la voirie. Et puis dans l'actualité internationale, ces négociations pour un cessez-le-feu en Éthiopie, le gouvernement et la coalition rebelle semblent prêts à envisager une cessation des hostilités. Un arrêt des combats est désormais envisageable après la visite des envoyés de l'Union africaine et de l'ONU au Tigré. Depuis une semaine, les réunions s'enchaînent dans la capitale éthiopienne en coulisses et les discussions sont pour l'instant confidentielles. Et voilà pour ce journal. Merci de nous suivre sur RTI 1 et sur rti.info. Excellente fin de soirée et à demain.